Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, que vous passez de bonnes vacances. J'espère que vos enfants s'éclatent pendant ces grandes vacances pour faire une belle suite au confinement et préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Dans cette vidéo-là, je voulais rebondir sur le sujet des cahiers de vacances ou encore pire, comme on les appelle, des devoirs de vacances. Donc je vais partager avec vous mes propres réflexions, ce que j'en pense et je vais essayer d'avoir une institutrice avec nous qui va nous donner son avis. Alors, en ce qui me concerne, ce cahier de vacances, je l'ai acheté dans le seul but de vous en parler dans la vidéo. Chaque année, à l'approche des vacances d'été, eh ben, les magasins sont remplis d'une tonne de variétés de cahiers de vacances. Moi, je n'en achète pas. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que lorsque vous achetez un cahier de vacances, la première question à vous poser, c'est pourquoi vous le faites, vous en tant que parent. Est-ce que vous avez peur que les enfants oublient tout ce qu'ils ont intégré durant leur scolarité ? Est-ce que c'est pour avoir la conscience tranquille et avoir l'impression qu'ils sont actualisés dans leurs apprentissages? Est-ce que c'est pour avoir une structure, une organisation de vacances pour vos enfants? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre motivation pour le cahier de vacances? Parce qu'il faut savoir que c'est une auto-prescription. Il n'y a personne qui nous dit que les cahiers de vacances sont obligatoires et qu'il faut vraiment les acheter, que ça va faire du bien. Finalement, c'est nous, parents, qui le décidons. Est-ce que c'est une influence marketing, commerciale, parce que c'est vrai que ça nous met la pression, il y en a partout, tout le monde les achète, donc on est un peu influencé malgré nous. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de pourquoi on les achète? Alors, comme vous le savez peut-être, mes enfants étaient scolarisés aux États-Unis. Quand on venait d'arriver en France, il m'est arrivé d'acheter 2 cahiers d'activités que j'avais d'ailleurs commandés sur Internet. Je ne les avais pas achetés en magasin. On était arrivé pendant la période estivale, donc les cahiers de vacances, il y en avait partout dans les magasins. Mais je n'ai pas acheté un cahier de vacances, j'ai acheté un cahier d'activités dans le but en fait de remettre mon fils qui avait 6 ans à l'époque à niveau en français. Alors il le comprenait, il le parlait, mais d'un point de vue conjugaison, grammaire, il n'avait aucune idée de tout ça forcément. C'est pas sa langue maternelle. Du coup voilà, mon objectif c'était ça, c'était de lui proposer des notions, des activités ludiques par rapport à la grammaire, la conjugaison et ce qu'il allait être amené à voir à l'école. Voilà, ça c'était ma seule motivation. Alors du coup, je me suis souvent demandé si ce cahier de vacances était vraiment utile et dans quelle situation il allait être utile ou pas. Alors, après avoir réfléchi, je me suis dit que je pouvais séparer les élèves en 2 catégories. On peut dire qu'il y a la catégorie d'élèves qui n'ont aucune difficulté à l'école et pour qui tout est facile et voilà, tout roule. Et il y a les élèves en difficulté. Donc, si vous remarquez statistiquement, les cahiers de vacances sont faits et terminés par les élèves qui n'ont pas de difficulté à l'école. Et pourquoi ça? Moi, je me suis posé la question de pourquoi ce sont ces élèves qui n'ont pas de difficultés, qui ont plaisir à terminer leur cahier de vacances. Et bien la réponse elle est simple en fait, c'est que justement ils n'ont pas de difficultés, donc pour eux c'est un jeu, ce sont comme des choses qu'ils maîtrisent et qu'ils ont fait et refait et bien intégré dans leur cerveau, que finalement les faire et les refaire c'est bénéfique pour eux dans le sens où ils vont gagner en estime d'eux-mêmes. Pour eux c'est un jeu et elle est là toute la clé des cahiers de vacances et de tout exercice scolaire en fait. Alors ensuite quand même nous en tant que parents on doit faire attention, mais vraiment très attention à comment on amène la chose. Pas que ce soit une obligation pour les enfants, faut pas que ce soit une obligation même de le finir ou de le faire dans l'ordre. Ils peuvent choisir, il faut vraiment leur apporter ça de manière ludique et plaisante. Lorsque je vois dans des reportages que y a des parents qui ont peur finalement, c'est la peur qui les amène à agir ainsi, qui vont vraiment mettre des programmes et bien structurés en place avec des horaires bien stricts et bien précis pendant les vacances. Je trouve ça un peu dommage parce que ça tue le plaisir du jeu et du coup l'enfant il ne va pas s'y intéresser avec sa curiosité, sa motivation intrinsèque. Ça va devenir une corvée et l'apprentissage ne se fait pas de cette façon-là. Donc ça, c'est la première catégorie, ceux qui n'ont pas de difficultés à l'école. Maintenant, pour les enfants qui ont des difficultés à l'école.
Ce n'est pas en leur achetant un cahier de vacances et en les forçant à se mettre dessus et à revoir tout le programme scolaire de l'éducation nationale sur lequel ils ont ramé et ramé pendant 9 mois de leur année académique qu'ils vont intégrer mieux ou apprendre plus. C'est vraiment pas du tout le cas. Un enfant qui n'a pas eu de plaisir toute l'année, qui n'a pas compris, qui n'a pas réussi à suivre, à qui on n'a pas donné l'envie d'apprendre, eh ben c'est pas avec un cahier de vacances que ça va aller mieux. Sauf si vous, en tant que parent, eh ben vous vous posez avec lui et vous revoyez avec lui tout ce sur quoi il a bloqué, mais de façon ludique et toujours dans le plaisir du jeu. Voilà. Alors ça dépend. Si vous avez un enfant en difficulté et que vous lui achetez un cahier de vacances en vous basant sur le fait que s'il termine ce cahier de vacances ou que s'il fait ses exercices tous les jours, ça ira mieux, eh ben, j'ai envie de dire qu'on sera dans l'erreur. Donc un enfant en difficulté, il a besoin qu'on s'assoie avec lui et qu'on aille à son rythme et vraiment de façon sereine et calme et dans le plaisir et le fun. Maintenant, ce que je pourrais vous conseiller pour les enfants en difficulté, c'est de vous asseoir avec eux et de leur faire des exercices qu'ils n'ont pas de mal à faire. Si votre enfant est très fort en addition, soustraction, en mathématiques, faites-lui faire un maximum de ces activités-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est justement pour qu'il reprenne confiance en lui, qu'il ait de l'estime de lui avant d'attaquer des choses où il sera amené à échouer, où il va connaître l'échec. Si votre enfant a été dans l'échec toute l'année, vous n'allez pas l'enfoncer encore plus en lui proposant des exercices qui reprennent ce sur quoi il a été dans l'échec toute l'année. Donc ce que vous voulez faire, c'est renforcer son estime et sa confiance en lui, voilà, qu'il se sente de nouveau capable d'y arriver en lui proposant des activités qu'il maîtrise. Et ensuite, vous pouvez amener petit à petit des choses sur lesquelles il a buté, mais toujours en l'accompagnant et en le guidant. Ne mettez jamais de pression dans les apprentissages des enfants. Ça va me permettre de rebondir sur le fait que les vacances sont un apprentissage pour les enfants extraordinaire. Pour moi, alors ça c'est encore une fois mon avis personnel, pour moi les vacances c'est la mise en pratique de toute la théorie de l'école. Voilà, donc je vais vous donner des exemples pour que vous sachiez exactement de quoi je parle, parce qu'il y a une tonne d'alternatives à ce cahier de vacances. Vous pouvez les appeler activités de vacances, vous pouvez rendre ça fun, vous pouvez rendre ça ludique, mais il faut faire très attention aux mots qu'on utilise, parce que lorsqu'on dit devoir de vacances ou lorsque j'ouvre une page d'activités mathématiques et que je lis casse-tête ou que je lis problème à résoudre, ça me donne pas envie de faire l'exercice. Alors un enfant n'a pas envie de résoudre des problèmes. Alors pendant les vacances, il y a énormément d'alternatives qui permettent à l'enfant de rester connecté à ce qu'il a fait à l'école, surtout à mon sens, point de vue lecture, écriture et mathématiques. Par exemple, si vous voulez le garder connecté à l'écriture, eh ben vous pouvez avoir pour lui un journal de vacances où il va écrire ce qu'il a vécu, ce qu'il a aimé, ce qu'il a un peu moins aimé. Et il va parler de ses voyages, de ses expériences. Peut-être écrire des cartes postales, même si ça se fait plus trop. Par exemple, lorsqu'on va au restaurant ou qu'on mange dehors, ou même lorsqu'on fait nos courses, eh ben, je peux leur demander d'écrire la liste des courses. Je peux leur demander de me guider dans une recette de cuisine. Je peux leur demander de faire l'addition ou la somme du total des courses, donc du montant. Je peux demander à mon grand de décortiquer un ticket de caisse. Voilà, faire l'addition des péages lorsqu'on est sur la route. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Lire les menus au restaurant, lire les plaques de signalisation. Enfin bref, il y a une tonne de choses qui leur permettent de lire et d'écrire et de faire des mathématiques. Et en plus, les vacances, c'est être à l'extérieur, c'est le sensoriel, c'est tous les apprentissages scientifiques aussi. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'avais parlé du moustique tigre par exemple. Du coup, on a fait de grandes recherches sur le moustique tigre et d'autres types de moustiques parce qu'on a expérimenté le moustique tigre. Pour ce qu'il en est des apprentissages, point de vue histoire et géographie, quand vous êtes en voyage, il y a toujours possibilité d'impliquer les enfants dans la lecture d'une carte ou peut-être leur montrer où est-ce qu'on va, quels sont tous les stops qu'on va faire sur notre route, dans quelle ville on va aller, pourquoi elle est connue cette ville. Comme là on était à Avignon, c'était bien de leur montrer le pont d'Avignon
qu'ils connaissaient grâce à la chanson, mais qu'ils n'avaient jamais vue. Et ce qui était surtout bien, c'est de leur expliquer qu'en fait, la chanson dit qu'on danse sur le pont d'Avignon, alors qu'en réalité, ils ont dansé en dessous du pont d'Avignon. Donc voilà, tout ce qui est histoire, géographie, c'est plutôt facile parce que c'est par l'expérience aussi que se font les apprentissages, parce que l'enfant, il est intéressé, il est dedans, donc il est automatiquement curieux. Le cerveau n'oublie pas, et ça c'est vraiment une croyance que l'on a, que le fait de se déconnecter, c'est oublier. Non, ça permet au cerveau de vraiment revoir et d'intégrer tout ce qu'il a vu durant l'année, et c'est grâce à cette période de récupération que le cerveau de l'enfant va devenir plus performant. Un grand sujet de réflexion, c'est aussi le niveau social du coup. Que fait-on des enfants qui ont des difficultés à l'école et qui ne peuvent pas partir en vacances? Comment on va leur faire aimer ce qu'ils font à l'école? Comment on va leur amener les apprentissages de manière ludique sans les stresser et sans leur faire perdre confiance en eux? C'est cette question-là que je me pose, c'est comment on fait avec les enfants qui ne partent pas en vacances, parce que comme les vacances, c'est des apprentissages, les enfants qui sont en difficulté, comment vont-ils faire? C'est pas le cahier de vacances qui va les aider, c'est pas les vacances qui vont les aider vu qu'ils ne partent pas, qu'ils ne voient pas forcément autre chose. Donc c'est là qu'il faut réfléchir et voir quelle serait une solution, en tout cas, pour les faire passer à un niveau supérieur, ces enfants-là. Voilà les amis, donc comme moi j'avais acheté ce cahier de vacances juste pour vous en parler, je vous montre quand même ce que j'en ai fait. Donc j'en ai découpé les parties qui m'intéressent et qui sont en relation avec les vacances. Donc par exemple ici ça parle de protection de l'environnement. Ici c'est le parc floral, le cycle d'une plante, une recette à faire en famille. Ici, c'est la conversion des minutes en secondes et donc des trajets, des kilomètres en mètres. Donc, ça correspond vraiment à ce qu'on vit pendant les vacances. Donc, d'un côté, on a l'activité qui nous intéresse, comme ici, par exemple, les panneaux de signalisation. Et derrière, ils peuvent tourner la page et répondre aux questions qui sont à l'arrière s'ils le veulent. Donc, voilà, j'ai découpé tout ça et puis je les ai plastifiés. Donc, je les mets dans une pochette et j'emmène ça en vacances avec nous. Ça leur permettra de passer le temps dans la voiture essentiellement. Sur ce, je vous laisse avec quelques mots de Corinne. Corinne qui était institutrice à l'ODEV, donc dans le Languedoc-Roussillon, et qui est depuis quelques années à la retraite. Son mari Philippe était conseiller pédagogique. Donc vous voyez, ils sont vraiment dans le métier, mais avec toute la bienveillance du monde. Ils ont toujours été dans la pédagogie active et alternative, si je puis dire. Si vous voulez savoir leur mode de pensée, vous pouvez faire un tour par ma petite page Facebook où vous allez voir ce que Philippe a fabriqué pour son petit-fils. C'est juste extraordinaire. Je vous mets le lien juste en dessous, en bas dans la description. Corinne a eu la gentillesse de répondre à quelques-unes de mes questions. Elle a aussi mené une grande réflexion sur le cahier de vacances. Bien sûr, on ne pouvait pas tout mettre, mais en tout cas, elle a eu la gentillesse et la patience de nous laisser ces quelques mots. Donc, je vous laisse avec Corinne. Ma réflexion sur les devoirs de vacances me ramène à me souvenir de l'histoire des vacances. Depuis l'Antiquité et plus précisément depuis l'obligation de l'instruction par Jules Ferry, l'État a négocié la libération des enfants de leurs devoirs scolaires pendant l'été, plus les fêtes religieuses bien évidemment, mais surtout l'été, lorsque les familles avaient besoin de bras pour les travaux des champs. Et donc, on libérait ces enfants pour qu'ils rejoignent leurs parents et apprennent par eux les gestes du quotidien, les gestes qu'ils feraient plus tard dans leur vie d'adulte. Et donc, ils avaient par là même une pédagogie active. Ils apprenaient autre chose et autrement. C'est tout à fait l'idée que je me fais de la pédagogie active et de l'apprentissage par l'exemple et par l'entraînement. Alors je me dis qu'on a oublié comment nos enfants peuvent apprendre en nous voyant faire et en nous imitant. Le jouet d'imitation est important pour faire comme maman, mais faire avec maman, avec papa, c'est l'idéal. Le cahier de vacances, il faut y réfléchir et savoir pourquoi on va investir là-dedans.
est-ce qu'on va vraiment prendre le temps de faire des choses avec eux et avec le cahier de vacances? Je me souviens aussi m'être dit, quand j'avais mes CP, que les 15 jours des vacances de Noël où on ne faisait que de la rencontre familiale, du jeu, de la discussion, étaient extrêmement bénéfiques pour ces petits apprentisseurs lecteurs. Ils partaient en décembre, ils commençaient à ânonner quelques syllabes et ils revenaient 15 jours plus tard en ayant mûri ça dans un coin de leur cerveau et en restituant des phrases entières, en lisant, en étant beaucoup plus libérés de la contrainte scolaire. Ce moment de maturité dans le cerveau est aussi nécessaire. Et ces vacances-là où on fait autre chose, on oublie un peu l'école, les font grandir beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas des moments de lecture, écriture. Et si on n'a pas envie que nos enfants soient collés contre les écrans toute la journée, décollons-nous, nous aussi, des écrans et lisons à côté d'eux. Cette année, avec le confinement, les enfants ont été obligés de faire des devoirs de vacances pendant 2 mois et demi, sans passer par la case expérimentation et la case pratique. Donc cet été, oubliez tout ça, ils en ont assez fait et faites-les agir, faites-les expérimenter, faites-les manipuler.